Bonjour et bienvenue au livre audio des Anges cassés de Lynn Vanier, lu par moi, Hugo le Magnifique. Prologue. Un grand bâtiment désaffecté, sans doute une ancienne église ou un autre édifice religieux, car sur le clocher, depuis longtemps silencieux, se dresse un crucifix, une immense croix rouillée de laquelle un Christ, aux chairs métalliques rongées par le temps et les intempéries, jette un regard désemparé sur la ville. Des grillages et des barreaux tentent de protéger quelques fenêtres. Précaution dérisoire s'il faut en croire la quantité de carreaux cassés. Des murs de briques et de pierres aux joints pourris laissent apparaître par endroits des ouvertures béantes, aux pourtours dentelés et vaguement menaçants. N'entre pas ici qui veut, semble-t-il proclamer. N'en sort pas non plus qui veut, pourrait-on ajouter. Des graffitis incroyablement stylisés, au point d'être quasi lisibles pour les non-initiés. Suinte de colère à grosses gouttes rouges, sang et noir. AIDS loves you dead, raille l'une des inscriptions tracées tout en haut, à quelques mètres sous le clocher. Juste à regarder le premier jour, Raphaël avait attrapé le vertige. Qu'était-il advenu du fou téméraire qu'il avait réalisé au péril de sa vie? Était-il tombé dès le point d'exclamation finale, s'écrasant sur le bitume tel ce pauvre Icare aux ailes de cire brusquement fondues? Avait-il survécu à son pari insensé, gagnant pour quelques heures, au mieux quelques jours, l'admiration de ses camarades? Personne ne s'en souvenait plus. Gloire bien éphémère s'il en était. À l'intérieur de l'édifice, un grand vide. Des pigeons nichent sous les ogives. De temps à l'autre, l'un d'eux vole à travers le nef, se faufilant vers l'air libre par une ancienne fenêtre. Des plaques de plâtre pendouillent du haut plafond. Il suffit parfois d'un simple frémissement d'air pour que l'une d'elles se détache et tombe bruyamment. L'immensité de la voûte répète longtemps le son de sa chute. Quand il fait soleil, il arrive que des rayons de lumière étrangement colorés fendent l'espace en franchissant de vieux vitraux brisés. Ce matin-là, que du gris, dort une pluie chaude, lourde, violente. Le temps est à l'orage. Derrière le chœur, une ancienne sacristie. Une pléthore d'objets disparates jonche le sol. Bouteilles cassées, sacs de papier déchirés et emballages de nourriture souillés, graisseux, puants. Sur un crochet de laiton en forme de fleur de lys, un chandail de coton ouaté est suspendu par le capuchon. Forme vaguement inquiétante dans ce clair-obscur. On se surprend à craindre qu'elle contienne un être jadis humain, jadis vivant. Mais non, il ne s'agit que d'un simple vêtement bien rangé qui détonne dans le capharnaüm environnement. Dans un coin roulé en boule, un très jeune homme. Il serre encore contre lui une bouteille de mauvais vin, comme un enfant qui se blottit dans les bras de son ours en peluche. Ses lèvres, tachées de pourpre, laissent passer un souffle délicat. Il dort, si on peut appeler sommeil cet état de stupeur empoisonné. De loin en loin, d'autres naufragés comme lui, garçons ou filles, difficiles à différencier dans le monde blafard. Du fond de la pièce s'élance un escalier. Quand on renverse la tête et que l'on fixe à destination, on aperçoit un bout de ciel. C'est l'escalier qui mène au clocher. Il faut être un peu fou pour s'y aventurer. Plusieurs marches sont manquantes, ainsi qu'à la moitié des barreaux qui devraient soutenir la rampe. On y grimpe en prenant appui sur les murs. On ne met jamais les deux pieds sur le même niveau simultanément, au cas où une planche pourrie s'effondrait. Quelques paliers se révèlent à l'audacieux grimpeur. D'abord, l'ancienne chambre du curé, puis plus haut, celle de sa servante et de sa vicaire. Vestige de ce temps où les paroissiens offraient généreusement le gîte et le couvert à ce représentant de Dieu qui leur servait de guide spirituel. Des officiants d'un nouveau genre y reposent aujourd'hui, des rescapés jouant au dé avec leur vie. Leurs poitrines se soulèvent légèrement. Ils ne sont donc pas morts.
Pas encore, pas complètement. Les yeux clos, cernés, les mains ouvertes, offerts, paumés vers le haut. Ils semblent si fragiles. On a envie de les couvrir d'une chaude couverture. Toutefois, peut-être n'apprécierait-il pas qu'on se mêle de leurs affaires. Mieux vaut sans doute s'absenter, ne pas les déranger. Plus haut, juste avant d'accéder au campanile, une petite pièce, un peu moins désordonnée que les autres. Une fenêtre ronde, comme un hublot l'éclaire chichement. Étendu dans son mince sac de couchage, Raphaël ouvre subitement les yeux, comme happé par le vide qui le borde des deux côtés. Il s'assit brusquement, cherche Blue du regard, ne trouve que l'appareil photo de son ami. Les battements de son cœur se calment un peu. La jeune fille ne peut être bien loin. Jamais elle ne se déplace sans son Nikon. L'appareil photo. Là. Elle va revenir. La tête de Raphaël pèse lourd. Des nausées le secouent. Qu'a-t-il fait hier soir? Il se laisse retomber en grimaçant. Il se sent tellement fatigué. Il referme brièvement les yeux et prend conscience d'une douleur sourde à son bras. Il le place dans un maigre rayon de lumière et l'examine. Dans le pli du coude, il aperçoit la veine saillante ponctuée d'une petite trace rouge, telle une anodine piqûre de moustique, mais dont la banalité est vite démentie par l'échymose bleuâtre qui l'entoure. Raphaël pousse un court soupir mélangé de désarroi, de colère et de honte, car tout à coup il se souvient, la poudre brune dans une petite cuillère placée au-dessus de la flamme d'une bougie, quelques gouttes de jus de citron, la magie de la dissolution, la seringue qui aspire le liquide, l'attente impatiente, fébrile, pendant qu'on lui serre un garrot autour du bras, le brève morsure de métal quand l'aiguille déchire sa peau, et tout de suite le roche, le flash, une boule de chaleur dans le ventre qui rayonne ensuite comme un soleil à travers tout le corps, puis la paix, la sainte paix. Balayer les remords, les regrets, effacer la rage et même la peur de la mort. Raphaël avait flotté quelques heures, comme tous les soucis paraissaient alors insignifiants. Elle ne se rappelait même plus de ce qu'avoir mal voulait dire. Et enfin le sommeil, peuplé de dragons qu'il chevauchait sans peine dans une nuit intersidérale. Il croit se souvenir d'un ange se penchant sur lui et s'effleurant sur son front. Un autre songe, sans doute. L'adolescent secoue la tête pour chasser l'impression d'être étranglé qui menace de s'emparer à nouveau de lui. Il écoute, il regarde, toujours pas de Blue. Cela ne ressemble pas à la jeune femme. L'inquiétude le reprend. Il se lève sur un coude, saisit l'appareil photo. Ses doigts rencontrent un morceau de carton collé à l'endos. Il retourne le Nikon, l'appareil photo, fixé au boîtier. Un message. Raphaël, à toi de développer ce film. Je t'aime. Fais attention à toi. Blue. Le souffle court, les mains tremblantes. Rempli d'un affreux pressentiment, Raphaël repousse son sac de couchage d'un coup de pied, renversant au passage une assiette d'aluminium dans laquelle reposaient des fragments de papier brûlé. À grands pas, elle se dirige vers le placard transformé en chambre noire par son ami. Elle allume l'ampoule rouge suspendue au plafond. Un sourire fugace se dessine sur ses lèvres quand il songe aux voisins dont il chipe sans vergogne quelques watts d'électricité. En effet, un long fil part de la petite pièce, sort par une brèche dans le mur, se faufile comme une mince couvelure entre les graffitis, descend au sol, puis serpente jusqu'à l'immeuble jouxtant l'ancienne église désaffectée. Là, le fil se glisse derrière un conteneur à déchets qui dissimule une prise extérieure oubliée. Blue l'avait découverte un jour de disette alors qu'elle fouillait la benne à la recherche de quelques canettes vides pour les revendre à l'épicerie. C'est là qu'elle avait branché sa ligne. L'énergie ainsi piratée ne servait qu'à provisionner l'ampoule et l'agrandisseur. Je n'exagère pas, Raphaël. De plus, qui sait, notre voisin sera peut-être enchanté de subventionner nos activités artistiques, plaisantait parfois Blue. Se remémorant les enseignements de son ami, elle développe le film. À 2 kilomètres de là à peine, une très jeune femme à l'improbable chevelure vert émeraude enjambe le parapet du pont.
Elle a enlevé ses chaussures pour mieux sentir la mince balustrade de métal sous ses pieds. Elle ne veut pas glisser avant de le décider. Les yeux clos, elle lève ses bras vers le ciel qui déverse des trompes de pluie chaude. Elle porte une longue jupe noire que le vent lui plaque contre le corps. Elle ressemble à ces statues antiques de saintes implorant la miséricorde des dieux. Elle inspire longuement. Expire, inspire. Elle paraît déjà hors du temps, immobile, indifférente à la pluie. Les voitures ralentissent, les conducteurs curieux baissent leurs vitres pour observer la scène. Certains s'inquiètent de cet étrange comportement. L'un d'eux s'empare même de son cellulaire, composant à toute vitesse le numéro des urgences. Un long bouchon se forme sur le pont. Exaspéré, un automobiliste klaxonne, faisant sursauter la funambule. Elle ouvre les paupières un court instant, juste assez pour apercevoir un arc-en-ciel dont une extrémité touche le cours d'eau un peu en aval. Elle retient son souffle et se laisse tomber, les bras en croix. En un éclair, le fleuve se referme sur elle. 50 mètres plus bas, on dit qu'il existe un trésor au pied des arcs-en-ciel. S'il y en avait vraiment un, elle l'a trouvé, maintenant. Pendant qu'il patiente devant le dernier bain d'arrêt dont les émanations vinaigrées lui irritent le nez, Raphaël sent soudain son cœur se serrer et manquer un ou deux battements. « Blue, que fabrique-t-il » songe-t-il, angoissé. Pour faire quelque chose, il agite la bassine dans laquelle surnage la pellicule, comme hypnotisé par les vaguelettes qui ondulent à la surface du bac. Il se laisse emporter par le souvenir. Il repense aux derniers jours qu'il vient de vivre et comment tout cela a commencé. Chapitre 1. La fugue. 3 semaines auparavant, vendredi après-midi, 15h45. Une école dans une petite ville à des centaines de kilomètres de la vieille église abandonnée. Le carillon annonçant la fin des cours vient de sonner. Garçons et filles sortent dans les couloirs, courant même, s'interpellant joyeusement. Un adolescent, qui paraît bien plus jeune que ses 17 ans, avance lentement au milieu de cette cohue. Il courbe les épaules comme si son sac à dos pesait une tonne. Pressés, les autres le bousculent, s'excusent rapidement, puis poursuivent leur course vers la sortie, vers la liberté, vers le beau week-end. 2 filles s'arrêtent près de lui. « Salut Raphaël, tu es à la fête chez Marie-Pierre » demande l'une d'elles. « Peut-être, » marmonne l'adolescent, levant brièvement les yeux, « si je trouve le temps. » Malgré cette réponse évasive, elle ne note rien d'inhabituel. Voilà quelques semaines déjà que Raphaël paraît plus distant. Il affiche souvent un air songeur. Elle semble regarder un film à l'intérieur de lui, un film compliqué qui l'oblige à longuement réfléchir. Les adolescentes, s'éloignent sans insister. Elle continue de papoter, légère, insouciante. Raphaël se rend à une cabine téléphonique mise à la disposition des étudiants au sous-sol, près des casiers. Il en referme soigneusement la porte, fouille dans ses poches et en retire un bout de papier chiffonné. Il coince le combiné entre son oreille et son épaule, tient le billet à la hauteur de ses yeux et de l'autre main compose le numéro. Quelques sonneries à peine et il esquisse déjà le geste de rapprocher. Il semble hésiter à réellement faire cet appel. Cependant, à l'autre bout de la ligne, on lui répond. Raphaël soupire. Son cœur s'emballe, ses mots se coincent au fond de sa gorge. Elle ne sait pas par où commencer. Son interlocutrice paraît habituée à de telles tergiversations. Elle prend l'initiative de la conversation. Quelques instants passent pendant lesquels l'adolescent écoute les paroles rassurantes. Il se calme un peu, s'éclaircit la voix et prend soudain le parti de plonger. Il déballe ses confidences le plus vite possible avant de manquer de courage. Il agite les mains en parlant, en voyant virevolter le morceau de papier sur lequel est inscrit le numéro de téléphone. Il hausse le ton, attirant l'attention de quelques élèves occupés à vider leur casier. Raphaël en prend conscience et se force à parler moins fort. C'est difficile, comme si une fois ouverte, les digues emprisonnant le flot de ce qui l'empoisonne, laissant se déferler un raz de marée de misère et de souffrance. Son interlocutrice ne l'interrompt pas. La lame de fond finit par se retirer. L'adolescent se tait. L'autre prend le relais. L'adolescent répond quelques questions, précises, factuelles. Elle s'en quitte avec plus d'aisance. Enfin, il raccroche. Il se sent épuisé, comme s'il avait
couru un marathon. Il voudrait partir tout de suite. Malheureusement, il lui faut faire un dernier appel. Cette fois, nul besoin d'aide-mémoire pour se souvenir du numéro. À quelques rues de là, le téléphone sonne dans une petite maison. Allongée sur un canapé, une femme rouspète contre cette intrusion. Elle tient un verre à la main. Les glaçons ont fondu depuis longtemps. Le niveau de liquide est déjà bas, trop bas. Elle doit se resservir immédiatement. Pendant qu'elle est encore seule, et puis il faudrait cacher la bouteille dans la salle de bain sur la tablette de la fenêtre derrière les rideaux. Personne ne regarde jamais à cet endroit. Ainsi, au cours de la soirée, elle pourra rafraîchir son verre autant de fois que nécessaire sans devoir supporter le regard désapprobateur de Raymond ou de Raphaël. Jonathan est encore trop petit pour comprendre. Il ne la critique pas à lui. Même si elle boit, elle la regarde toujours avec amour. Néanmoins, elle grandira. Un jour, bientôt, elle la méprisa lui aussi. Elle commence à verser quelques larmes. La sonnerie du téléphone insiste. Maud Graham, la femme, se résigne à se lever. Elle tombe à genoux, étourdie. Trop d'alcool, trop vite, trop tôt. Le temps qu'elle se redresse, le répondeur s'est mis en marche. Vous êtes bien, c'est Suzanne, Raymond, Raphaël et Jonathan. S'il vous plaît, laissez-nous votre message. Une fois le signal sonore terminé, l'enregistrement débute. Bonjour maman, c'est Raphaël. Je t'appelle pour t'avertir. La voix se casse un peu. On entend un léger toussement, puis l'explication reprend. J'ai téléphoné à la DPJ. Ils vont venir chercher Jonathan. Je voulais que tu le... La femme pousse un cri de rage et s'empare du téléphone. Dans sa précipitation maladroite, elle renverse le reste de son verre. Une tache sombre s'élargit sur la moquette. « Quoi? Tu as fait quoi? » rugit-elle. « Tiens, bonjour maman. Je ne te pensais pas à la maison, ça va? » demande nerveusement Raphaël. Soudain, l'idée de parler directement à sa mère lui déplaît au plus haut point. Il préférait l'intermédiaire du répondeur. Sans lui, il se sent dangereusement vulnérable. Néanmoins, l'adolescent poursuit bravement. Ce que je disais ne devrait pourtant pas te surprendre, maman. Tu le savais, voilà des semaines que j'essaie de t'en parler. Tout à l'heure, je l'ai fait, moi-même, parce que tu n'avais pas manifestement pas l'intention de régler le problème. Quel problème? Qu'inventes-tu encore? Lance la mère d'une voix perçante. Je n'invente rien, maman, et tu le sais très bien. Tu choisis de fermer les yeux, tu préfères. Pour qui tu te prends donc? Porter de tels jugements sur moi, tu sauras. Autour de Raphaël de l'interrompre. Son ton de voix s'affermit. Je comprends que tu sois fâché, maman. Mais je ne peux pas laisser ton cher Raymond tourner salement autour de Jonathan. Sa mère hurle maintenant. Raymond est le meilleur des hommes, le meilleur des beaux-pères qu'il soit. Il s'occupe de toi, de Jonathan, comme si vous étiez ses propres enfants. Je t'interdis de dire de mal de lui. C'est toi qui vois de mauvais partout. Tu lances des accusations dégoûtantes, Raphaël. Excuse-toi immédiatement. M'excuser, maman, tu ne parles pas sérieusement. Une telle mauvaise foi incendie Raphaël. Il voit rouge. Alors qu'elle s'était juré de ne pas parler de lui, mais uniquement de Jonathan, voilà que la résolution flanche. Les paroles retenues pendant que des années fusent. Ainsi impossible à contenir que la lave incandescente d'un volcan. Raphaël tremble. Si quelqu'un doit demander pardon, il ne s'agit certainement pas de moi. Sais-tu comment il aime occuper des enfants, ton beau Raymond? Tu ne vois donc rien. Tu n'as jamais soupçonné de quoi que ce soit. Allons donc. Les drôles de bruits provenaient de ma chambre quand Raymond venait me rejoindre dans mon lit la nuit pour jouer. Tu étais trop saoul pour t'en préoccuper. Quand je pleurais à cause que ces jeux me donnaient mal au cœur, tu dormais si dur que ça, le salaud. Elle me disait toujours que si j'étais gentil avec lui, il resterait toujours avec nous, que tu serais contente. Mais que si je ne lui obéissais pas, il s'en irait. Et tu t'en retrouverais tout seul et tu aurais de la peine. Et peut-être même que tu mourrais de chagrin. Je le croyais, je t'aime tellement, maman. Je n'ai jamais rien dit, j'ai toujours fait ce qu'il voulait, mais je ne peux pas laisser abîmer aussi Jonathan. Raphaël s'interrompt, la gorge nouée. Dans un dernier sursaut, il s'écrie « Ton merveilleux Raymond n'est qu'un sale pédophile! » Menteur! Non, maman, je ne mens pas. L'adolescent soupire, comme elle se sent seule. Personne ne peut plus rien pour lui. Mais pour Jonathan, le mal n'est pas encore fait.
Cette pensée lui insuffle l'énergie de continuer. Pour le moment, Raymond ne fait qu'étudier le petit Joe. Il cherche comment l'amadouer, par quel bout l'attraper. J'ai téléphoné à la DPJ avant qu'il soit trop tard. Et tu ne penses qu'à toi. Et à moi là-dedans. Et Jonathan, lui, l'as-tu demandé ton avis à Jonathan? Jonathan n'a que 10 ans, maman. 10 ans. Quelqu'un doit veiller sur lui. Ça devrait être toi et papa. Sauf que papa ne donne plus de nouvelles depuis des lustres. Et toi, depuis des lustres, répète sa mère d'une voix pâteuse. Dans quel livre pêches-tu tes mots? Ce qu'il devient savant, mon Raphaël. Elle rit méchamment. Elle devient souvent sarcastique quand elle boit trop. Raphaël connaît les signes inutiles de prolonger la conversation. Pendant que sa mère continue de le vilipender, elle se rappelle un jeu auquel il s'amusait petit. Il écrivait rapidement son nom dans le sable, le plus près possible des vagues. Il gagnait s'il arrivait au 1 final, 1 ou un L, avant que la mère ne fasse son inscription. Fugace victoire, puisqu'en fin de compte, l'eau remportait toujours la partie, tôt ou tard. Elle en allait de même avec la mémoire de sa mère. L'alcool emportait leurs mots, les balayait toujours et les engloutissait. Pourquoi s'obstiner à lui parler encore? Dans une heure, elle ne se souviendrait pas de leur discussion. Il sursaute quand il lui crie qu'il brise la famille, qu'à cause de lui, leur fragile équilibre volera en miettes. Tu sais ça que tu veux? Nous séparer? Si tu te racontes tes mensonges, on nous enlèvera Jonathan. Raymond ira en prison. Il penserait que je t'ai encouragé à le dénoncer. Il me quittera. Je t'interdis à colporter tes menteries malpropres. Je te l'interdis, tu m'entends? Elle ne se rappelle déjà plus du début de leur échange. Elle croit encore qu'elle peut l'arrêter. Du bout de sa manche, Raphaël dessus une larme. Trop tard, maman. La DPJ ne laissera même pas mon frère revenir à la maison. Ils iront le chercher directement à l'école. Je suis désolé. Soudain glacial, sa mère garde le silence quelques instants. L'adolescent croit qu'elle a déjà raccroché. Maman? 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 Tu oses encore m'appeler maman après ce coup de batte? Tu te crois vraiment tout permis, Raphaël? L'adolescent avale de travers. Elle n'a même pas le temps de bredouiller une protestation que sa mère en colère enchaîne. Ne reviens pas ici, Raphaël. Ne t'avise pas de remettre les pieds chez moi. Jamais. Tu as tout gâché. Elle raccroche avant lui. Raphaël sent l'angoisse lui déchirer la poitrine. Il tombe dans le vide. Elle avait bien prévu fuguer, mais voilà que sa mère le chasse. Elle ne contrôle plus rien. Comme un automate, elle raccroche le combiné, sort de la cabine, se rend au casier. Il y dépose ses livres de chasse, agrippe le sac à dos préparé la veille en cachette, l'enfile sur ses épaules et s'en va. L'adolescent étudie la grille des tarifs, choisit la destination la plus éloignée qu'il peut s'offrir avec ses économies de camelot et achète son billet. L'autocar ne partira que dans une heure. Raphaël se laisse choir dans un inconfortable siège de plastique, faisant tomber son sac à dos entre ses pieds. Du banc voisin, un quinquagénaire à la laine avinée et empestant l'oignon tente d'engager la conversation. L'adolescent sent ses poils se dresser sur ses bras. Il marmonne une réponse inintelligible et tire de son mince bagage un livre. Question de se donner une contenance. Le bouquin lui a été chaudement recommandé par son professeur de littérature. Elle tente d'en lire quelques pages, n'y parvient que péniblement. L'histoire de ses enfants jetés sur une île déserte devrait pourtant le distraire. Au contraire, la maladroite communauté que ces naufragés essayent de mettre sur pied lui fera sentir encore plus cruellement sa solitude. À la différence de Ralph, le héros du roman, elle n'a aucun Porcinet, aucun Simon pour le seconder, même pas de Jack Meridew pour contester sa délicate autorité. Raphaël ne peut compter que sur lui-même. Il referme le bouquin, le glisse dans son bagage, sous son sac de couchage, à côté de sa flûte. Il enfonce sa casquette sur sa tête, étire au maximum le capuchon de son chandail en coton ouaté et le rabat sur le visage. Sous cette double armure, il part dans la lune. Il a l'habitude. Combien de nuits a-t-il passé dans cet état second quand Raymond venait le joindre pour jouer? Après quelques mois, il l'entendait monter l'escalier, le déclic opérait sans même qu'il ait le souhaité. Parti Raphaël. Ne restait de lui qu'un agrégat de mains, de jambes et de pieds qui ne tenaient ensemble que par la flanelle de son pyjama. Déconnecté, Raphaël, ailleurs, Raymond pouvait bien lui faire ce qu'il voulait,
Il ne s'en apercevait plus. Il sort subitement de sa transe quand les haut-parleurs annoncent la départ imminente de son autocar. Il secoue la tête, puis, sans un dernier regard pour la petite ville où il a toujours vécu, Raphaël grimpe dans le véhicule. Il joue brave, mais il a le cœur en marmelade. Le corps arrive à destination vers 1 heure du matin. L'adolescent se sent un peu effrayé. S'il le pouvait, il se cacherait sous un banc dans le corps et y passerait sa première nuit loin de chez lui. Malheureusement, le chauffeur consciencieux inspecte une dernière fois son véhicule, histoire de vérifier qu'il ne reste aucun bagage oublié. Elle salue aimablement Raphaël, qui n'a d'autre choix que de descendre. L'adolescent a l'impression de rompre l'ultime lien le retenant encore à sa vie normale. Quand il pose le plié sur le trottoir et qu'il s'éloigne de la gare, l'ancien Raphaël perd ses points de repère. Le nouveau doit tout apprendre. Pour commencer, où trouverait-il de refuge en attendant le lever de jour? Il marche longtemps avant d'atteindre un parc. Un croissant de lune permet d'y voir un peu, éclairant un bosquet au cœur duquel l'adolescente se faufile. Les branches lui fouettent le visage. Il s'accroupit, étend son sac de couchage et se couche sur le sol. Les racines qui affleurent lui labourent le dos et les côtés. À force de gigoter, il se fabrique un nid. Il ne dormira probablement pas, mais il peut toujours repartir pour la lune. Fixant les étoiles, Raphaël souhaite bonne nuit à son petit frère. J'espère qu'on en prendra bien soin de toi. Je t'aime, petit Joe. Un jour, je reviendrai te chercher, promis. Une gouttelette brille sur sa joue. Il s'agit peut-être d'une larme ou alors du serin. Le soleil se lève. Un rayon particulièrement entreprenant se ferait un chemin à travers le feuillage fourni d'un bosquet planté en périphérie du grand parc. Il caresse le visage d'un adolescent recroquevillé dans un sac de couchage, les jambes repliées à cause du manque d'espace. Sous les paupières fermées, on voit les yeux bouger. Le jeune homme doit rêver. Il ressemble à un ange endormi. Des cheveux blonds en bataille lui font une auréole. Sa peau claire se parsème de taches de rousseur. Elle doit les détester comme tous les jeunes de son âge. Pourtant, elles sont jolies. Elles lui donnent un air espiègle et joyeux. Le rayon de lumière semble chatouiller le nez du dormeur. Sa narine frémit. Pas encore réveillé, l'adolescent a fait le geste de repousser la source de ses chatouillis. Il ne rencontre que le vide. Il ouvre les yeux immenses, verts, bordés de cils en accroche-cœur, dirait Brel, le chanteur-poète. Avant de se rappeler ce qu'il fabrique au milieu d'un enchevêtrement de branches, Raphaël vit un court instant de panique. Son regard se trouble. Rapidement, toutefois, il se souvient d'une détresse sourde remplace l'immense anxiété. Il se demande aussitôt comment se porte son jeune frère. Où a-t-il dormi? Est-il effrayé? Comprend-il que Raphaël a agi pour son bien? Probablement pas. Du haut de ses 10 ans, il doit lui en vouloir à mort. Il vit sans doute cette intervention de DPJ comme une punition amenée chez des étrangers, privé de son Xbox. Pauvre Jonathan. Raphaël tourne ses questions dans tous les sens. Aurait-il pu utiliser un autre moyen? Il essaie de résoudre cette énigme depuis des semaines. À qui pouvait-il demander conseil? Finalement, l'adolescent hausse les épaules. Pas plus capable qui a imaginé une issue différente. Sur son cœur déjà lourd s'ajoute ce fardeau supplémentaire. La peur que le remède soit plus toxique que le mal qu'il désire soulager. Il s'étire, ankylosé par sa nuit sur le sol irrégulier et humide, avec pour tout matelas un vieux sac de couchage vide de son rembourrage depuis belle lurette. Accroupi, la tête dans les branches, se cognant les coudes contre les troncs minces, mais raide comme du fer, il roule sa modeste couche et la replace dans son sac à dos. Quelques pièces de monnaie s'entrechoquent tout au fond. Raphaël les compte grimace. Il lui reste exactement 4,40$. Tout juste de quoi déjeuner. L'adolescent sort précautionneusement de sa cachette. Quelques secondes plus tard, il marche dans une allée du parc. Il croise d'abord un couple de coureurs, l'homme et femme, vêtus de façon identique, l'air hautain sous leurs lunettes de soleil griffées, absorbés chacun de leur côté par la musique que diffuse leur baladeur dernier cri. Ils ne se parlent pas, alors pourquoi se donner la peine de courir côte à côte? S'interroge Raphaël. Un peu plus loin, il aperçoit une vieille dame promenant son chien. L'animal semble aussi âgé que sa maîtresse et visiblement
Ils partagent le même coiffeur. Le pelage de l'un et la chevelure de l'autre ont cette coloration bleutée qu'on ne retrouve que chez les dames d'un certain âge. Les boucles petites serrées paraissent provenir des mêmes bigoudis. L'adolescent ne peut réprimer un sourire, un tantinet moqueur, duquel perle malgré tout une pointe de tendresse. Les vieilles dames l'émeuvent. Voilà tout. Chaque fois qu'il en rencontre une, il aimerait s'asseoir avec elle et lui s'asseoir avec elle et lui soutirer ce souvenir avant qu'il ne soit trop tard. Elle s'amuse à imaginer à quoi la promeneuse ressemblait à 20 ans, à 15 ans, bébé. Elle lui jette un regard méfiant. Que lui veut ce jeune homme? De l'argent sûrement. Elle pince les lèvres et hâte le pas. Raphaël glousse, peu impressionné. Pour la punir, il se dit que dans sa jeunesse, elle ne devra pas être très jolie. Il passe à côté d'un jardin en fleurs. Mi-juin, les iris volent la vedette. Il ignorait qu'il en existât autant de variétés. Les massifs mauves succèdent aux pêches et aux jaunes. Leur parfum subtil flotte aux alentours. Quand il quitte le parc, Raphaël ressent ce pincement au cœur qu'il commence à reconnaître, comme s'il laissait derrière lui chaleur et sécurité pour s'aventurer dans un lieu hostile. Encore une fois, il pouffe de rire. Si on lui avait prédit qu'il puiserait un jour chaleur et sécurité d'abord dans un autobus, puis dans un bosquet au milieu d'un espace vert, il ne l'aurait pas cru. Les grilles du jardin public s'ouvrent sur une rue bordée de maisons cossues. Il la longe. Une centaine de mètres plus loin, les bâtiments changent d'allure. Des restaurants chics, des cafés bistrots invitants, des gîtes touristiques, autant de lieux où c'est 4,40$ ne lui permettent pas d'entrer. Enfin, il repère la double arche dorée connue à travers le monde entier. La nourriture n'y est peut-être pas aussi savoureuse que dans la pâtisserie artisanale voisine, mais Raphaël ne s'autorise pas de caprice. Un café bien sucré, un petit pain grillé couvert d'œufs brouillés, un jus d'orange, 4,15$. Il roule son dernier 25 sous entre ses doigts. Superstitieux à ses heures, l'adolescent y voit un bon présage. Il lui restera toujours une pièce pour un téléphone d'urgence. L'estomac rempli, Raphaël prend un journal sur une table voisine et le feuillette. Il parle abondamment de la campagne électorale municipale qui bat son plein ces jours-ci. La lutte semble féroce entre les candidats. Un certain Amédée Bellé se paie une pleine page de publicité. Son slogan d'une banalité désopilante déplaît tout de suite à Raphaël. Pour la sécurité de votre quartier, vous savez pour qui voter. Amédée Bellé, sans hésiter. Un gros plan du visage poupin du candidat occupe le fond de la page. Tout autour du portrait, barré de grandes croix rouges, se trouvent les images des ignominies qu'il promet d'éliminer. Des jeunes partageant une cigarette à l'allure suspecte, des graffitis bariolants des immeubles gouvernementaux, des squeegees bézognant au coin d'une rue achalandée. Le message est on ne peut plus clair. Votez pour moi et je vous donnerai une ville sans drogue, sans saleté, sans mendiants. Raphaël tourne la page. Il préfère encore les critiques de films et de livres. Il en lit quelques-unes, soupire. Quel dommage qu'il soit déjà sans le sou. Se retrouver en ville avec tous ces spectacles à porter et ne pas pouvoir se les offrir. Il faudrait remédier à cette situation. Il ferme le quotidien, le replace sur la table, enfile son sac sur ses épaules et retourne dans la rue. Avec seulement 25 sous au fond de ses poches, la situation de Raphaël est critique. Il déambule dans les ruelles piétonnières du quartier historique, tout en réfléchissant à un moyen de se renflouer. L'été qui s'amorce attire déjà son lot de touristes sur différents coins de rue. Des amuseurs publics charment les passants. Magiciens, à valeur de feu, guitaristes exécutent leurs numéros. Les badauds les récompensent parfois de quelques pièces qu'ils lancent dans le chapeau ou les tuent posés sur le sol. Le Raphaël songe à sa flûte et se dit qu'il pourrait sans doute imiter les artistes ambulants. Reste à trouver un emplacement propice et surtout le courage de commencer à jouer. Il n'a guère l'habitude du public. Généralement, il se fait ses petits concerts pour lui-même dans la solitude de sa chambre. L'adolescent met plusieurs heures avant de se décider.
Un après-midi, alors que sa longue marche lui a creusé l'appétit et que son estomac gargouille avec insistance, il avise une jolie place ombragée par un orme probablement centenaire. Plusieurs promeneurs s'y offrent une pause, assis dans l'herbe, consultant leur guide touristique, repérant l'emplacement du prochain musée qu'ils souhaitent visiter. L'adolescent retire sa casquette et la dépose à ses pieds, puis il appuie son sac contre le tronc de l'arbre, en sort sa flûte et se met à en jouer. Le silence s'installe autour de lui. Les spectateurs se retiennent presque de respirer pour ne rien perdre de cette mélodie si légère, si aérienne qu'elle donne l'impression de venir du ciel. Les yeux fermés, le visage tourné vers le firmament, Raphaël ressemble plus que jamais à un ange. Une fois passées les premières minutes de trac fou, il oublie tout, happé par les notes cristallines, ne formant plus qu'un avec les airs écrits des siècles auparavant. Depuis son enfance, il entretient un lien presque mystique avec la musique. Bambin s'insère parfois ses jeux pour tendre l'oreille écouter une pièce de piano ou de violon diffusée à la radio. Il se rappelle encore son émerveillement le jour où on avait placé sa première flûte à bec entre ses mains. C'était pourtant le même modèle banal que celui distribué à tous ses compagnons de classe ce jour-là, au lieu de le faire le pitre comme c'est les autres qui s'étaient amusés à tirer de leurs instruments des sons grinçants et horripilants. Tout en riant à gorge déployée, Raphaël avait contemplé la flûte comme si elle avait été la clé d'un univers enchanté, alors que les élèves s'étaient fait prier pour pratiquer les petits ritournuelle toute simple choisie par le professeur. Raphaël, de son côté, avait exploré seul le cahier de partition, sachant apparemment déchiffrer les notes avant même qu'on lui avait enseigné. Les symboles tracés sur les portées lui avaient parlé directement, immédiatement traduit dans sa tête en air enjoué et mélancolique. Il avait aussitôt lu la musique comme un jour il lirait ses livres. Plus tard, il avait commencé à jouer ses propres compositions qu'il ne transcrivait jamais. Il semblait suivre une mélodie qui défilait toute bonnement au plus profond de lui. À mesure qu'il joue sur la petite place, l'adolescent s'enhardit. Il délaisse peu à peu le répertoire classique pour offrir à ses auditeurs un voyage au cœur de son monde ensorcelant, un véritable moment de grâce. Parmi les badauds, une très jeune femme l'écoute avec ferveur, bouleversée par l'intensité qu'il met dans son jeu. Elle-même attire bien des regards avec ses cheveux verts, savamment ébouriffés et sa longue robe noire à la jupe vaporeuse. Toutefois, elle ne se soucie guère des œillades curieuses. Elle observe longuement le musicien, fascinée par la gamme de sentiments qu'exprime le visage du garçon. Elle ne peut résister et le mitraille de son appareil photo, puis, avant qu'il ne s'arrête de jouer, elle s'enfuit. Lorsque Raphaël ouvre finalement les yeux, elle n'aperçoit qu'un éclair verdoyant qui tourne le coin de la rue. L'adolescent compte les pièces et les billets. Il se sent presque riche. Ce soir, il pourra manger et dormir au chaud. Tout à l'heure, il a repéré une auberge de jeunesse. Il s'y rend presque en gambadant, ne s'arrêtant que pour acheter un sandwich si gros qu'il suffirait à nourrir 2 adultes et 2 enfants normalement constitués. Raphaël l'expédie en 3 bouchées. Le jeune préposé à l'accueil de l'auberge dirige vers un grand dortoir. Sur plusieurs lits, un vêtement laissé bien en évidence ou un sac de couchage signalement qu'ils sont déjà occupés. Raphaël procède de la même manière pour réserver sa place, puis répue et est rassuré quant à sa prochaine nuit. Il gagne la petite cour intérieure. Quelques voyageurs font comme lui, profitent des profonds fauteuils en osier. Certains roupillent, d'autres bavardent. L'adolescent s'installe avec son livre. L'esprit plus en paix que la veille, il va rejoindre Ralph, Porcinet et les autres naufragés qui tentent d'organiser leur séjour forcé sur l'île déserte.
Élu chef, Ralph convainc ses compagnons d'allumer un grand feu dont la fumée signalerait leur présence au navire passant au large. Les enfants souhaitaient qu'on vienne les secourir. Raphaël repose le bouquin sur ses genoux, soudain songeur. À qui voudrait-il lui envoyer des signaux de fumée? Désire-t-il qu'on le retrouve? Du fond de cette ville, son île déserte à lui, l'adolescent songe que là se situe tout son drame. À la différence des héros de son histoire, elle n'a nul foyer où retourner. Il secoue la tête, faisant virevolter ses cheveux blonds dans lesquels s'accrochent les rayons de soleil cuivrés de la fin de l'après-midi. Il refuse de penser à tout cela. Il rouvre le livre et reprend sa lecture. Le temps passe très vite. Toutefois, Raphaël ne s'en aperçoit même pas, littéralement avalé par le roman. Lorsqu'il relève les yeux, le soir commence à tomber. On allume des lampes ici et par là. Des papillons s'en approchent sans se méfier et se brûlent les ailes. S'ils étaient conscients du danger, les frôleraient-ils d'aussi près? Raphaël soupçonne que pour un peu de chaleur, il se peut bien couler. Chapitre 2. La rencontre de Blue. Le lendemain, Raphaël retourne sur la petite place. Il prend sa flûte, commence à jouer doucement. Comme la veille, les flâneurs se taisent peu à peu, charmés par cette musique qui gonfle leur cœur d'émotions insoupçonnées. Ils se sentent meilleurs ou désireux de le devenir. Certains, qui ne croient pourtant pas en Dieu, ressentent soudainement une sorte de plénitude mystique. Ils prennent subitement conscience qu'ils vivent un instant fragile de communion avec quelque chose de sublime, de plus qu'humain. Cela s'avère tout à la fois émouvant, réconfortant, mais aussi un peu effrayant. L'un des spectateurs a momentanément l'impression de se sentir là, près de ses semblables, en train d'écouter des notes angéliques, tout en se voyant, comme de l'extérieur minuscule, cette place, au milieu d'une ville, d'un pays, d'un continent, d'une planète flottant miraculeusement dans l'espace au milieu d'il ne sait pas trop quoi. Un vertige délicieux l'emporte. Lorsque résonne la dernière note, les spectateurs reprennent enfin leur souffle. Un à un, ils passent devant la casquette de Raphaël et déposent leurs remerciements bien sonnants. La jeune femme aux cheveux verts est là, elle aussi. Elle place une grande enveloppe à travers les pièces de monnaie, puis s'éloigne de quelques pas. Elle s'assied sur un banc de parc, elle ne quitte pas l'adolescent des yeux. Raphaël se penche et ramasse l'enveloppe intrigué. Il en tire une pile de photographies. Il rougit quand il se reconnaît comme le sujet de tous ces clichés, sans exception. Pression issue, pendant qu'il donnait son concert hier, il relève des côtés de lui dont il ne présentait pas l'existence. Les paupières closes, le visage tourné vers l'azur, il semble dialoguer avec les anges. Il savait que la musique l'entraînait dans un autre univers, mais il ignorait que cela se voyait à ce point. Gêné, il esquisse un petit sourire timide, puis se dirige vers la photographe. « Je peux m'asseoir? » lui demande-t-il. « Bien sûr. J'espère que tu ne m'en veux pas de t'avoir pris en photo sans ta permission. »« Non. Toutefois, j'avoue que me voir en aussi gros plan produit un drôle d'effet. Normal, cela arrive souvent. »« Je m'appelle Raphaël, toi. » Un nom d'ange, d'archange même. Je savais que tu provenais d'un autre monde, répond la jeune fille, éludant la question. Raphaël insiste. Tu as bien un nom, toi aussi? On m'appelle Blue. Et toi, quel nom te donnes-tu? Demande l'adolescent. Blue me convient. C'est joli, quoique surprenant. Et pourquoi donc? Prétend s'étonner la jeune femme. À cause de mes cheveux verts? Entre autres, pourquoi pas Green, propose-t-il rieur. Trop dur. Green, grrr, grinçant, tu trouves pas? Raphaël acquise. Blue sonne plus doux, en effet. Je savais bien que musicien comprendrait, se moque gentiment l'adolescente, à peine plus vieille que lui. D'où viens-tu? Un ombre passe sur le visage de Raphaël. Oups, terrain miné, si je comprends bien, sorte d'ajouter Blue. Mais l'excuse, je ne voulais pas t'opportuner. Ça va, marmotte adolescent. Je préfère seulement ne pas parler de cela pour le moment. Pas de problème, l'ange. Passons à autre chose. Ou taisons-nous. J'ai encore la tête pleine de ta musique. Blue allonge paresseusement ses jambes et les paumes tournées vers le soleil.
Elle inspire profondément. Tu joues vraiment bien, l'ange, murmure-t-elle. Merci, souffle Raphaël, étonné de se sentir aussi à l'aise avec cette drôle de fille. Les deux adolescents se laissent gagner par la chaleur, engourdis comme des lézards. On va manger une bouchée? Tu as faim? Lance subitement le jeune homme. Pas vraiment, mais si tu veux, je t'accompagne. Il se lève, marche dans les rues pavées à l'ancienne. S'il n'y avait pas de lampadaire, il pourrait se croire revenu dans le passé, 2 ou 3 siècles auparavant. Viens par ici, l'ange, dit finalement l'adolescente. Tu verras, cet endroit te plaira. Elle descend quelques marches et entre dans un petit café occupant la cave voûtée d'une très vieille maison. D'un air habitué, Blue guide son compagnon à travers la salle sombre. Ils atteignent une porte située tout au fond de la pièce. La pousse grimpe un court escalier et se retrouve sur une terrasse minuscule, aménagée dans un jardin intérieur où foisonnent des plantes vertes et grasses ainsi que des herbes aromatiques. De hauts murs de pierre couverts de lierre bordent l'espace. Quelques tables de fer forgé çà et là et des parasols aux sobres coloris complètent l'aménagement. Des haut-parleurs discrets diffusent des airs de jazz. Les bruits de la ville ne parviennent pas jusqu'ici. Raphaël a l'impression de se trouver transporté dans un autre pays. Ravi, il commande de quoi sustenter une armée famélique en campagne depuis des mois, pendant que Blue se contente d'un lait frappé à la banane, qu'elle ne termine même pas, sourcillant dès la première gorgée. Quelque chose ne va pas? Ne questionne l'adolescent. Mal de gorge, répond Blue, laconique. Si cela surprend Raphaël, il n'en dit rien. Tout en croquant dans un panini dégoulinant d'huile d'olive, il s'empare à nouveau des photographies et les examine de sa main libre. Je n'en reviens pas, elles sont vraiment belles, dit-il, essuyant précautionneusement ses doigts de crainte d'abîmer les clichés. Merci, elles me plaisent bien moi aussi, surtout celle-là, commande Blue en tendant à Raphaël une photo saisissante. L'adolescent l'étudie. Sur le cliché, sous l'air concentré de l'impression qu'il est emporté par la musique qu'il tire de sa flûte. Un peu plus et je croirais m'entendre jouer. Tu possèdes un talent époustouflant, s'extasie Raphaël. Toutefois, dis-moi, comment t'es-tu débrouillé pour les faire développer aussi rapidement? Tu nous as prises qu'hier après-midi? Tu connais le propriétaire d'un laboratoire? Intimement, pauvre Blue, je l'ai fait moi-même. Toi-même? Explique-moi. Au fond, il s'agit d'un procédé fort simple. Il faut un coin absolument sombre, quelques bacs, des produits chimiques, de l'eau, du papier photo et un agrandisseur. Écoute, l'ange, un jour, si tu le souhaites, je te ferai une démonstration. Tu verras, on se sent magicien. J'adorerais ça. Tu dois vivre dans un endroit extraordinaire pour disposer de tout cela. Un endroit bien spécial, en effet. Laisse tomber Blue sans élaborer. Raphaël sent qu'il vaut mieux ne pas trop insister. Un silence un peu embarrassé s'installe. Chacun se montre soucieux d'éviter les sujets tabous. D'où arrive Raphaël, le vrai nom de Blue? Où elle vit? De quel étrange mal de gorge elle souffre au point d'être incapable d'avaler un lait frappé sans grimacer? Le serveur vient leur demander s'ils désirent autre chose. Cela leur donne le signal du départ. Sur le seuil du café, Blue et Raphaël se serrent la main. Tu sais où dormir? S'informe la jeune fille. Pas de problème, je couche à l'auberge de jeunesse. Bon, eh bien, salut alors. On se revoit peut-être demain. Tu sais où me trouver? Lui répond l'adolescent. La mince jeune femme aux cheveux verts s'éloigne, esquissant un petit geste d'au revoir de la main. Quelques promeneurs se retournent sur son passage, faisant des sourires moqueurs. Raphaël aimerait les secouer comme des pruniers. Pour qui se prennent-ils? Elle peut bien porter ses cheveux de la couleur qu'elle veut, et puis, songe-t-il, elle lui avait rudement bien cette crinière vert émeraude. Ses yeux n'en paraissent que plus bleus. Une forte belle fille, cette Blue. Un peu maigre, mais quand même gracieuse. L'adolescent se rentre à l'auberge. Encore aujourd'hui, il a gagné suffisamment d'argent pour s'offrir un lit pour la nuit. Il se sent plutôt fier de lui. Maintenant lundi, officiellement en fugue, puisqu'on le notera son absence à l'école,
Raphaël s'interroge. Quelle fable concoctera sa mère pour éviter que la police ne se mêle des affaires de la famille? Elle l'a bien averti de ne pas revenir chez elle. Elle a vraiment précisé chez elle. Se remémore-t-il? Amère, donc, elle n'avertira pas la police. À la polyvalente, la réputation de Raphaël est sans tache. Ses professeurs le décriraient comme talentueux, quoique lunatique. Un peu imprévisible aussi, passionné à 16 heures, puis subitement déconnecté comme si plus rien ne le touchait. Pas d'antécédents de violence, pas d'implication dans des gangs louches, pas d'histoire de consommation de drogue, un jeune tranquille. Certains profs plus observateurs diraient peut-être que Raphaël paraissait soucieux depuis un certain temps. Sous son air impassible semblait se profiler une certaine nervosité. Comme un vêtement trop serré qui se met à craquer et à laisser voir ce qui se cache en dessous. Il rapporterait possiblement que l'adolescent s'isolait davantage, se repliait sur lui-même, qu'il donnait l'impression de sous-peser le pour et le contre d'une grave décision. Ses amis, quand eux, le déclaraient bien correct. Après une brève pause, il confirmerait cependant les observations des plus perspicaces des enseignants. Oui, quelque chose embêtait Raphaël ces dernières semaines. On lui parlait, mais il n'écoutait pas. Il était ailleurs, très loin, perdu dans ses passés. À son meilleur copain, il l'avait laissé entendre que son beau-père l'inquiétait, qu'il commençait à regarder Jonathan d'une manière dégoûtante. Le copain raconterait avoir voulu en apprendre davantage, mais Raphaël s'est fermé comme une huître. Il se passerait plusieurs jours avant que l'absence du garçon ne commence à attirer l'attention. Quand le directeur téléphonerait à la maison pour s'informer de son élève, la mère de Raphaël expliquerait laconiquement qu'il était malade. Rien de grave, mais il ne pourra pas terminer la session. Monsieur Lavertu se rappellerait que Raphaël avait déjà dû reprendre sa quatrième secondaire. Foudroyé par une attaque de mononucléose au retour des vacances de Noël, le jeune garçon s'était avéré incapable de rattraper le retard accumulé pendant ses 5 semaines de maladie. Il exprimerait le souhait que ce ne soit pas aussi long cette fois, promettrait de chercher un accommodement pour éviter que Raphaël ne double à nouveau, d'autant plus qu'il devait commencer le cégep en septembre. La mère de l'adolescent le remerciera du bout des lèvres. À des kilomètres de là, le jeune fugueur s'inquiète un peu. Quand il croise 2 policiers alors qu'il se rend à la petite place pour gagner sa croûte, il baisse la tête, fuyant leur regard au cas où, malgré tout, sa mère aurait lancé un avis de recherche à son sujet. Raphaël a besoin de s'en faire. Les problèmes vont bientôt débuter. Toutefois, ils ne lui viendront pas des policiers, mais bien d'un banal règlement municipal dont il ne connaît pas encore l'existence. Règlement qu'un inspecteur de la ville se chargera de lui enseigner. Le jeune flûtiste sème les mots limpides qui se nichent dans le cœur de ses auditeurs. Comme les 2 jours précédents, la magie opère. Les spectateurs sourient, légers, éblouis par ce que ce musicien arrive à tirer d'un tube de bois percé de quelques trous. Les premiers hommes ont sans doute cherché à reproduire le son du vent soufflant dans des roseaux évidés. Comme eux, Raphaël joue avec l'air, le modulant apparemment à sa guise, sur un banc. Blue assiste au récital. Elle vole sur les ailes de la musique de Raphaël. Soudain, silence. Blue s'écrase, les ailes cassées par la brutale interruption. Fini la musique. Elle ouvre les yeux. Un agent de stationnement, aussi chargé de faire respecter certains arrêtés municipaux, discute avec Raphaël qui affiche un air confus, peu désireux de se trouver mêlé à une histoire possiblement compliquée. Les badauds s'éparpillent discrètement. Blue s'avance. Elle se doute déjà de la raison de la discussion. Ce qu'elle entend confirme son intuition. Pas de permis, pas de spectacle, mon garçon, c'est l'argent. Même pour jouer au coin d'une rue, s'étonne Raphaël. Et oui, on ne peut pas se laisser n'importe qui jouer ou chanter n'importe quoi, n'importe où. Et comment je procède pour me procurer un permis, demande l'adolescent. Tu dois passer une audition à la mairie. Si tu es choisi, tu achètes le permis. Sans lui, tu écopes d'une amende salée. Bon, j'y vois. J'irai. Mais l'excuse, monsieur l'agent. L'homme tout saute, triture sa moustache et se dandine d'une jambe sur l'autre. Pas si simple, malheureusement. Les auditions pour cet été sont terminées. Tu devras patienter jusqu'à l'an prochain.
L'an prochain, s'exclame Raphaël, c'est maintenant qu'il me faut de l'argent. Brusquement méfiant, l'argent écarte ses jambes et place ses mains sur ses hanches. Besoin d'argent? Pourquoi faire? Tu me sembles encore en âge de fréquenter l'école, de vivre chez tes parents, à moins que tu ne sois en fugue. Auquel cas j'avais demandé de m'accompagner, ta famille doit s'inquiéter. Joignant le geste à la parole, l'homme empoigne l'épaule du pauvre flûtiste. Le souffle court, Raphaël songe à prendre ses jambes à son cou et file à toute vitesse. Blue l'intervient. Bonjour, agent Guillemette. Vous allez bien? Mon frère vous cause des ennuis. Ton frère? S'exclame l'agent, en relançant sa prise. Répond Blue. Ma chère Blue, il ne te ressemble pas beaucoup, rétorque monsieur Guillemette. Vous vous laissez aveugler par sa couleur de cheveux. Bien sûr, il se tait en blond ces jours-ci, il joue au rebelle, mais je vous assure, sous cette ridicule coloration, il partage avec moi la même chevelure émeraude. Voyez vous-même, ajoute-t-elle en se penchant pour cueillir un brin de gazon. Il vient de perdre un de ses cheveux d'origine. Bon joueur, monsieur Guillemette éclate de rire. D'accord, maintenant que tu le dis, la ressemblance se relève frappante. Si tu promènes mieux le surveiller, je veux bien poursuivre la ponche. Pas d'amende, pour cette fois seulement, avertit l'argent. Allez, Oust, déguerpissez. Nul besoin de le répéter, Blue et Raphaël s'éloignent à grands pas, avant qu'ils ne se ravisent. Monsieur Guillemette remonte dans sa petite auto bleue, fixant dans sa mémoire l'image du jeune musicien. Il croit l'histoire de Blue autant qu'une pluie de grenouilles. Il décide de rendre visite à un de ses copains, qui travaille à la centrale de police. Il en profitera pour jeter un coup d'œil aux photos des jeunes portés disparus par leur famille. Il mettrait sa main au feu qu'il ne déchirera la photographie du frère de Blue. Si c'est le cas, il s'organisera pour le retrouver et le rendre à qui de droit. Tu le connais, bredouille Raphaël? Oui, un peu. Tu as la chance. Tu es tombé sur un gentil. La plupart des autres sont absolument imbuvables. Je ne comprends pas, Blue. Comment une fille comme toi peut-elle savoir tout cela? Tu seras pas une espèce d'agent double. Attention, déclare la jeune fille, faussement menaçante. Je vais me fâcher. Une fille comme toi, un agent double. Dois-je me sentir insulté? Je m'exprime mal, s'empresse de corriger Raphaël. Je sais, grand Nigo tu lis trop de romans, un agent double, rigole Blue. Voilà bien la première fois de ma vie qu'on me traite de ça. Ris tant que tu veux. Ça ne m'explique pas pourquoi tu connais le pedigree de tous les inspecteurs municipaux. Tous? Certainement pas. Mais quelques-uns, oui. Viens, l'ange. Asseyons-nous ici. Je te raconterai quelques petites choses.